Antoine Arjakovski, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes co-directeur du pôle politique et religion du Collège des Bernardins, vous êtes fondateur de l'Institut d'études œcuméniques de Lviv en Ukraine et vous avez enseigné à Kiev, à Moscou, à Paris, aux États-Unis. Bien sûr, c'est un parcours impressionnant pour tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient enseignants à l'ICT, mais aussi pour les Amis des Semaines sociales de Toulouse, puisque vous êtes aussi membre du conseil d'administration des Semaines sociales de France. Alors, je voudrais vous poser 3 questions pour éclairer cette rencontre d'aujourd'hui, 16 mars 2023, à l'ICT. L'histoire de l'Ukraine est mal connue des Français, celle de l'œcuménisme aussi, celle de l'orthodoxie, pas plus. Est-ce la raison pour laquelle vous avez choisi ce thème pour votre conférence d'aujourd'hui? Oui, d'abord, je suis très heureux d'être à l'ICT et dans le cadre de la chaire Jean Rodin aussi. Ça, c'est un vrai honneur. Et de fait, j'ai envie de parler de la science écuménique qu'on ne connaît pas, parce que souvent, on m'interroge sur ce conflit, parce que c'est vrai que j'ai vécu 17 ans en Russie, en Ukraine, et que je connais et les uns et les autres. Et souvent, on m'interroge sur l'aspect un peu militaire du conflit, qui est certes important, mais qui ne permet pas de comprendre les causes du conflit. Et pour sortir d'un conflit, il faut comprendre ses causes. Et pour comprendre ces causes, on a besoin de sortir d'une vision purement géopolitique. En fait, la géopolitique nous a aveuglés. La géopolitique est une science qui s'effrite aujourd'hui. Et donc, pour sortir de cette approche strictement géopolitique, il faut retrouver une approche métaphysique. Une approche métaphysique, c'est une approche qui est capable d'intégrer en particulier les croyances, les convictions et les visions du monde, les horizons de justice. La géopolitique elle-même, d'ailleurs, a un horizon de justice, sauf qu'elle le masque. Euh, Yves Lacoste, par exemple, était un fondateur de géopolitique, mais qui était orienté par une vision de la justice marxiste. Donc, moi, je préfère partir de la théologie politique pour essayer de dénouer les liens invisibles à l'origine de ce conflit qui a fait déjà plus de euh, plusieurs centaines de milliers de morts, 14 millions de déplacés, euh, des viols en série. Le Parlement ukrainien considère que c'est un génocide. Donc c'est extrêmement grave comme conflit. Donc on a besoin de sortir de cette vision positiviste et voir qu'est-ce que les religions en particulier ont à faire à l'origine de cette vision du monde génocidaire et à l'origine de la résistance à cette vision du monde. Et il se trouve qu'en France, on est plutôt bien placé parce qu'on a vécu exactement le même conflit entre la France et l'Allemagne pendant 2 guerres mondiales. C'était aussi un conflit de vision du monde, de métaphysique, d'un côté une vision impérialiste, d'un autre côté une vision qui était celle de l'État-nation, fondée sur la conscience morale. Et donc, précisément parce on a traversé cette évolution et qu'on a su dépasser cette haine entre Français et Allemands, on a quelque chose à apporter pour proposer des voies de résolution du conflit aux Russes et aux Ukrainiens. Alors, dans ce que j'ai lu en préparant votre venue, j'ai été impressionnée par le fait que certains, effectivement, évoquent la composante religieuse de la guerre en Ukraine. Et ils disent aussi, en insistant sur les tendances ethnicistes des ecclésiastiques se mettant au service des nationalistes d'État. C'est très lourd, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense effectivement que c'est très lourd, mais on a oublié que les églises étaient des réalités institutionnelles et historiques. Au premier millénaire, il y avait des vrais débats sur telle ou telle hérésie. L'empereur Constantin
organisé un concile en 325 pour lutter contre l'arianisme qui menaçait son pouvoir. Donc, le retour d'une vision métaphysique permet de reposer la question de l'hérésie. Et en l'occurrence, le patriarche Kirill de Moscou, lui, promeut une vision de la Sainte Russie, une sorte de vision messianique d'une Russie qui va sauver la terre entière. C'est ce qu'on appelle effectivement l'ethnophilétisme, c'est-à-dire lorsqu'on met une ethnie à la place du peuple de Dieu. Ça, c'est pas chrétien. Et donc, c'est la raison pour laquelle plusieurs centaines d'intellectuels orthodoxes dans le monde ont dit, nous, on n'est pas d'accord avec ça, on condamne ça. Et donc, il y a un débat aujourd'hui pour essayer de comprendre comment se fait-il qu'un chef d'église, qui est la première église orthodoxe dans le monde, c'est plus de 100 millions de fidèles, le patriarcat de Moscou, comment ils ont pu arriver à une telle hérésie. Et par exemple, récemment, dans un livre qui s'appelle Le Livre noir de Vladimir Poutine, j'ai développé la thèse du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que cette église a été une église persécutée au XXe siècle. 90% de ses évêques ont été soit tués, soit envoyés au goulag, soit sont partis. Donc ça a fait des dizaines de milliers de morts. Rien que pour l'année 1937, il y a 700 000 personnes qui ont été exécutées en Union soviétique. C'est gigantesque. Donc c'est une église qui a énormément souffert, mais qui au bout d'un moment, surtout lorsqu'elle a été reconstruite par Staline en 1943, en pleine guerre, a développé ce que j'appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire l'amour de la victime pour son agresseur. C'est un phénomène très connu des psychologues, mais qui a abouti à une sorte de fusion entre l'Église et les services de sécurité de l'État. Et donc ça, on peut le comprendre, mais on ne peut pas l'admettre. Et donc c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de faire la vérité sur ce phénomène pour essayer d'aider cette Église à sortir de ses blessures, parce qu'en réalité, c'est une blessure traumatique qui se transforme en quelque chose d'absolument incroyable, à savoir le fait qu'au mois de septembre 2022, le patriarche Kirill, au nom de son idéologie du monde russe, ait dit aux soldats russes combattant en Ukraine que s'ils mouraient, leur sacrifice faisait que leur péché serait absous et qu'ils entreraient directement au paradis. Donc ça, là encore, c'est une hérésie. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Église orthodoxe qu'on puisse bénir une guerre d'invasion. Et donc, voilà, il s'agit de rappeler l'histoire, de rappeler les faits, d'essayer de les comprendre pour essayer de réformer cette Église. Alors, c'est sans doute pour cela que dans le titre de votre communication d'aujourd'hui, vous avez dit « La science œcuménique peut être porteuse de pistes de paix ». Alors, je sens dans ce que vous venez de répondre qu'il y a une prise de conscience qu'une réflexion peut être piste de paix. Mais est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin ? Oui, il y a de fait, grâce à la métaphysique œcuménique, des voies de résolution de ces crises. D'abord au plan strictement interconfessionnel, c'est-à-dire que les églises d'Europe occidentale ont connu des moments de crise aussi. L'Église protestante allemande s'est soumise à Hitler dans les années 30, ce qui a provoqué la réaction de gens comme Bonhoeffer ou Karl Barth. Et après la guerre, elle a fait un travail pour dire, nous sommes du côté de la déclaration de Barmen, mais pas du côté des chrétiens allemands qui considéraient que le Troisième Reich, c'était l'horizon absolu de l'Église. Donc, il y a une expérience en Occident des travers d'une Église qui peut confondre le théologique et le politique. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est aller plus loin encore. D'abord, tirer les leçons du passé, c'est aussi accepter qu'on ne puisse pas mettre au même niveau l'agresseur et la victime, par exemple. Or, on a tendance, dans une diplomatie ecclésiastique, comme par exemple celle du Conseil œcuménique des Églises, dont l'Église russe fait partie, il y a eu une assemblée récemment au mois de septembre, de dire, bon, ben voilà, on met dos à dos l'agresseur et la victime. Or, là, on s'éloigne d'une approche éthique du mouvement œcuménique. Le mouvement œcuménique repose sur l'Évangile. Et dans l'Évangile, le Christ dit il faut mettre de côté le glaive, il faut ranger le glaive pour éviter, pour être fidèle au Christ et au royaume. Donc,
voilà, tirer les enseignements de ça. Et puis, je rajoute, il faut tirer les enseignements à un niveau politique et pas uniquement interconfessionnel. Ça veut dire notre diplomatie a failli également. On n'a pas vu venir le danger. On a continué à négocier, même à vendre des armes à la Russie, y compris après l'annexion de la Crimée, alors qu'on avait adopté des sanctions. Donc la diplomatie s'est définie comme multivectorielle, c'est-à-dire non éthique. Aujourd'hui, on comprend que cette diplomatie multivectorielle a déroulé le tapis rouge à Poutine, comme les accords de Munich avaient déroulé le tapis rouge à Hitler à partir de 1938. Donc, aujourd'hui, ça veut dire quoi, une diplomatie éthique? Comment passer d'une diplomatie multivectorielle à une diplomatie éthique? J'ai réuni un certain nombre d'intellectuels russes et ukrainiens au Collège des Bernardins, avec des intellectuels européens aussi. On a fait un travail pendant 2 ans qui a réuni plus de 200 personnes. Et à la fin, on est arrivé avec 30 propositions. L'une de ces propositions, mais j'en donnerai d'autres pendant la conférence, c'est eh bien, que au Conseil de sécurité des Nations Unies, on fasse évoluer le droit international en acceptant que le droit de veto puisse être... qu'on puisse faire appel, que l'Assemblée des Nations Unies puisse faire appel par rapport à l'utilisation du droit de veto par l'un des 5 membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité dans le cas de crimes de masse. Il n'est pas normal qu'un pays qui fait partie du Conseil de sécurité, qui est censé appliquer la Charte des Nations Unies, la bafoue. Et donc, l'Assemblée doit pouvoir outrepasser à plus de 50% la décision du Conseil de sécurité. Quand on avait proposé ça en 2019, on était considérés comme des poètes, comme des gens un petit peu naïfs. L'Élysée n'avait pas voulu nous recevoir. Aujourd'hui, c'est le président Macron lui-même qui, au mois de septembre dernier, est allé faire cette proposition aux Nations Unies. Donc ça veut bien dire qu'il y a un travail des intellectuels, un travail des universitaires, qui doit faire évoluer le droit pour éviter que finalement, ça soit le droit de la force qui l'emporte sur la force du droit. C'est une jolie formule en plus. Merci beaucoup. Et donc, nous allons vous écouter pendant 2 heures. Et bien sûr, il y aura sans doute beaucoup de questions. Nous allons pouvoir réécouter cet entretien. Il sera sur la chaîne YouTube de l'ICT. Merci.